Amis Ludomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Hearth, un jeu de Maxime Tardif au design Conor McGoy, édité par Lucky Duck Games pour 1 à 5 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 45 à 90 minutes. Hearth s'inspire de la nature, du développement et de la transformation de la faune et de la flore au fil de millions d'années pour en arriver aux formes de vie et aux écosystèmes que nous connaissons aujourd'hui. Vous allez devoir créer un moteur reprenant tous ces éléments et fonctionnant le mieux possible. Le jeu disposant d'un très grand nombre de cartes uniques, les possibilités sont nombreuses et les combinaisons presque infinies. Je vais donc vous expliquer les règles du jeu et je reviendrai vous donner mon avis juste après. Allez, c'est parti! Pour commencer la mise en place, positionnez le plateau faune au centre de la table, puis placez sur celui-ci au hasard 4 cartes faune. Rajoutez au hasard toujours 2 cartes écosystème. Positionnez enfin le paquet de cartes terre à gauche du plateau. L'emplacement à droite du plateau sera pour la défausse des cartes terre. Créez une réserve à portée de tous les joueurs avec les cubes germes, les jetons sol, les pions troncs et enfin les pions canopés. Donnez à chaque joueur un plateau ainsi que 5 feuilles à sa couleur, dont 4 qu'il va placer sur son plateau et une à côté de son plateau. Chaque joueur se verra également distribuer 2 cartes île, 2 cartes climat et enfin 2 cartes écosystème. Et il va conserver une carte de chacune d'entre elles à positionner sur le côté de son choix. Choisissez au hasard un premier joueur, donnez-lui à la fois le marqueur premier joueur et le marqueur joueur actif. En bas à gauche de votre carte île est indiqué ce que vous recevez en début de partie, à savoir dans cet exemple 5 jetons sol à placer dans votre réserve, également 6 cartes à piocher et à mettre dans sa main, et parmi ces 6 cartes, 3 doivent être compostées, c'est-à-dire mises face cachée sur la pile de compost du joueur. Vous avez terminé la mise en place et vous êtes prêt à jouer à Hearth. Il existe 3 types de cartes dans le paquet terre, les cartes flore qui y sont majoritaires, les cartes terrain et les cartes événements. Sur l'ensemble de ces cartes ainsi que sur les cartes île et sur les cartes climat qui se trouvent sur votre plateau joueur, vous allez avoir un nombre de points de victoire inscrits à côté du symbole feuille, comme ici par exemple 4 points de victoire. Ce sont des points de victoire que vous aurez à la fin de la partie si ces cartes ont été jouées dans votre tableau ou dans votre pile d'événements concernant les piles d'événements ou sont présentes sur votre plateau joueur comme la carte île ou la carte climat que vous avez sélectionnée en début de partie. L'ensemble des cartes flore et terrain ont également un coût. Ce coût est en jeton sol qui est la monnaie du jeu et il est indiqué tout en haut à gauche avec ce symbole-là, ici 4 ou 9. Ce sont le coût des cartes qu'il faudra payer quand vous voudrez les planter dans votre tableau de cartes en 4 par 4, soit 16 cartes maximum que vous devrez constituer à côté de votre plateau joueur. L'ensemble des cartes flore et terrain sont sensibles au climat et ont donc des symboles climat. Celle-ci n'a pas de symbole climat en haut, celle-ci en a 3 par exemple. Les différents climats sont ensoleillés, humides, rocailleux et froid. Également, pour les cartes flore, vous allez trouver 4 types de cartes flore possibles. Les types sont indiqués dans cet encadré-là. Ici, vous avez un arbre. Il existe aussi de l'herbe, des champignons ou des buissons. Les symboles que vous voyez là indiquent carte terrain ou indiquent carte événement. Pour les cartes flore, il est possible que vous ayez sur chaque carte un emplacement croissance qui est cet emplacement-ci, ou également un emplacement germe qui sont ces emplacements-là pour cette carte-là. Enfin, l'ensemble des cartes du paquet terre ont une ou plusieurs capacités qui sont là en bas de la carte, juste au-dessus du texte d'ambiance et dans un encadré coloré. Une partie de Hearth va se jouer en manche et lors de chaque manche, chaque joueur va effectuer son tour l'un après l'autre. Quand c'est au tour d'un joueur, il prend son marqueur joueur actif, il le positionne au-dessus d'une des 4 actions qui seront représentées par les 4 couleurs que vous voyez là, ce qui déclenche l'action pour lui et pour l'ensemble des autres joueurs, j'y reviendrai. L'ensemble des joueurs effectue l'action. Également, l'ensemble des joueurs active les cartes de la couleur de l'action ou les cartes multicolores qui comprennent la couleur de l'action. Puis, quand tout le monde a joué, on joue en simultané, on passe
le marqueur joueur actif au joueur suivant en sens horaire. Celui-ci choisit une des 4 actions et vous qui n'avez plus le marqueur joueur actif, vous allez prendre votre feuille supplémentaire pour signifier quelle action est en cours de jeu et la jouer également. On va jouer comme cela jusqu'à ce que tous les joueurs aient construit un tableau de cartes ici à gauche de leur plateau qui soit d'une taille de 4 cartes de large par 4 cartes de haut. Le premier joueur qui parvient à compléter son tableau de 4 cartes par 4 cartes va mettre fin à la partie, mais on va continuer de jouer jusqu'à la fin de la manche en cours, à savoir qu'il faut que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours. Donc si c'est par exemple au moment du tour du deuxième joueur dans une manche sur une partie à 4 joueurs qu'un joueur complète son tableau de 4 par 4, on va encore jouer un tour avec le troisième joueur et un tour avec le quatrième joueur pour finir la manche, bien entendu. Une fois qu'on a fini la manche, la partie s'arrête et on passe au décompte final. Concernant les activations de cartes, quand vous activez une couleur, donc si par exemple j'ai moi choisi cette couleur-là, vous allez d'abord choisir si vous activez les cartes de votre plateau, puis les cartes ici de votre tableau, ou l'inverse. C'est-à-dire que je ne peux pas activer par exemple cette carte jaune, puis après celle-là, puis après revenir ici. Je dois faire d'abord tout mon plateau joueur, donc éventuellement cette carte, puis tout mon tableau, donc ces trois-là, ou l'inverse. Et quand j'active les cartes de mon tableau, je dois les activer toujours en partant d'en haut à gauche jusqu'à en bas à droite. Donc si je suis en train d'activer du jaune dans mon exemple, je vais d'abord choisir d'activer celle-ci ou pas, puis celle-ci, et puis celle-là. Je ne suis jamais obligé d'activer. Mais évidemment, si j'active, je dois au minimum pour les coûts d'activation les payer en entier. Et pour les gains, je peux en prendre autant que j'en veux entre rien et tout ce à quoi j'ai droit. Il existe donc des capacités vertes, rouges, turquoises et jaunes qui correspondent aux 4 types d'actions qui sont représentées en haut de votre plateau joueur, mais il existe également des capacités noires qui sont un petit peu spéciales et qui sont des capacités immédiates. Si je pose cette carte, je réalise cette capacité immédiatement et après je n'aurai plus rien, elle n'est pas activable. Également, il existe des capacités brunes, comme cette carte-ci, et là, ce sont des capacités qui vont vous donner un pouvoir passif tout au long de la partie ou des points de victoire en fin de partie. Enfin, il existe donc des cartes événements. Vous pouvez les jouer absolument à tout moment. Quand vous les jouez, vous les placez dans votre pile événements et vous réalisez, là encore, le pouvoir immédiat qui est inscrit dessus. L'ensemble des cartes écosystème, que ce soit celles sur votre plateau individuel ou celles sur le plateau faune, sont des points de victoire à marquer en fin de partie, selon certains objectifs. L'ensemble des cartes faune, c'est-à-dire les 4 cartes marron sur le plateau faune, sont également des objectifs pour marquer des points, mais vous pouvez les atteindre en cours de partie, et c'est donc une course pour y arriver. Le premier joueur qui va atteindre un objectif sur une carte faune va poser une feuille à lui et marquera le nombre de points en face de cette feuille. Et puis le joueur suivant à atteindre le même objectif pourra lui aussi mettre sa feuille, mais vous le voyez, il va gagner moins de points. Donc au fur et à mesure que vous jouez, si des joueurs se positionnent avant vous, quand vous arriverez sur certains objectifs, ça sera moins rentable pour vous. Également, le premier joueur qui finira sa grille de 4 par 4, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, viendra se positionner ici et aura ces points-là en fin de partie. Enfin, les cartes événements ne comptent pas pour tous ces objectifs, sauf cas exceptionnels qui seraient précisés sur la carte événement en question. Pour chaque carte vous donnant un bénéfice en cours ou en fin de partie, vous allez avoir un chiffre en bas à droite de la carte, indiqué ici, qui vous indique le pourcentage de cartes dans le jeu qui vous permettront d'atteindre ce bénéfice. Donc ici, 19% des cartes seront donc les buissons dont vous avez besoin dans cet exemple. Également, il peut y avoir des flèches comme ici, à gauche et à droite de la carte. Ces flèches-là vous indiquent que les bénéfices sont situés ici dans la ligne, mais il peut y avoir des flèches dans absolument tous les sens, même en diagonale, vous indiquant où sont les bénéfices pour que vous ayez plus de visibilité.
Je vais maintenant vous expliquer les 4 actions différentes du jeu, en commençant de la gauche puis en allant vers la droite. Et je vais donc commencer par l'action verte, qui est l'action de plantation. Donc pour cette action, quand vous êtes le joueur actif qui avait vous déclenché l'action avec le marqueur joueur actif, vous allez dans un premier temps pouvoir planter jusqu'à 2 cartes. Planter des cartes, c'est les positionner ici dans votre tableau de 4 par 4 qui bien entendu est vide au début de la partie. Et pour cela, il faut en payer les coûts en jetons sol en haut à gauche bien sûr. Donc je pourrais choisir de planter cette carte là et d'en payer son coût bien entendu. La première carte que vous positionnez vient absolument où vous voulez puisque votre tableau est vide. Et comme j'ai droit d'aller jusqu'à 2 cartes, celle-ci qui coûte 0, je pourrais la planter. Et donc je pourrais la planter absolument où je veux, adjacente même en diagonale à la première carte, donc pourquoi pas comme ceci. Il faut savoir qu'au fur et à mesure que vous allez planter, vous allez définir les limites de votre tableau. Donc si je continue de rajouter des cartes et que j'en rajoute par exemple une ici, vous voyez que j'ai déjà une limite, soit j'en rajoute encore une quelque part en dessous, ou soit au-dessus. Donc pourquoi pas, je pourrais rajouter une carte ici. Si je fais ça, j'ai déjà défini ma limite en hauteur. Pas celle en largeur encore, mais en tout cas celle en hauteur. Et on va continuer comme ça. Si j'en mets une là, j'ai presque défini ma limite en largeur, puisque là je suis déjà à 3 de large. Je pourrais rajouter une colonne à droite ou une colonne à gauche au maximum. Et par exemple, si je décide d'en mettre une là, mon tableau est parfaitement défini. À partir de là, je ne pourrai plus aller en dehors de mon tableau. Je pourrais rajouter 2 cartes et une ici, 2 cartes ici, 2 cartes ici et 2 cartes ici et une là, en continuant de poser de manière adjacente. Donc je ne peux pas mettre une carte complètement en bas à gauche avant d'en avoir mis une ici ou là pour pouvoir créer l'adjacence. Après avoir planté mes 2 cartes, j'aurai le droit de piocher 4 cartes de la pioche terre et d'en garder une de mon choix. Les autres seront défaussées. L'ensemble des autres joueurs vont faire la même action en moins puissant puisqu'ils vont pouvoir planter une carte ici dans leur tableau et piocher une carte. Quand on a à la fois planté puis piocher, on va activer, comme je vous l'avais dit, donc là activer du vert. Dans mon cas de figure, je n'en ai pas sur mon plateau, donc je vais les activer uniquement sur mon tableau, et bien sûr d'en haut à gauche jusqu'à en bas à droite, donc je peux activer celle-ci et puis celle-là dans mon exemple. Deuxième action possible, l'action rouge qui est l'action de compostage. Cette action va vous permettre, si vous êtes le joueur actif qui l'a déclenché, de gagner 5 jetons sol et de composter 2 cartes directement venues du sommet de la pioche de cartes terre. Donc sans les regarder, vous piochez ces 2 cartes et vous les mettez ici dans votre compost. Chaque carte présente dans votre compost à la fin de la partie vous permettra de gagner 1 point de victoire. L'ensemble des autres joueurs, ceux qui ne sont pas actifs, choisiront soit de gagner 2 jetons sol ou alors de composter eux aussi 2 cartes. Le symbole que vous voyez sur cette action avec la double flèche et les cartes à l'intérieur, c'est composter des cartes de la pioche de cartes terre. Et quand vous voyez ces 2 flèches avec une main à l'intérieur, comme c'est indiqué d'ailleurs ici, parce que tous les symboles sont indiqués sur votre plateau, c'est très bien fait, à ce moment-là, ça veut dire que les cartes que vous compostez viennent de votre propre main, ce qui est souvent le cas dans les effets de cartes qui sont là. Par exemple, sur l'effet de carte verte ici, j'aurais pu composter 2 cartes de ma main si j'avais choisi de le faire. Bien entendu, suite à cela, vous allez activer vos pouvoirs rouges si vous le voulez. Et donc ici, j'ai un pouvoir activé et puis un deuxième car le multicolore s'active, que ce soit ici pour du rouge, du turquoise ou du jaune. Donc je peux l'activer. Je vous rappelle que quand il y a des coups, comme c'est le cas ici, moins 1 jeton germe pour gagner 3 jetons sol. Évidemment, avec les 2 points au milieu, ça veut dire qu'il faut payer le coup pour pouvoir obtenir le bénéfice. Sinon, cela ne fonctionne pas, bien sûr. Troisième action possible, l'arrosement. Là encore, je me mets dans la peau du joueur actif, donc j'ai placé mon jeton au-dessus et je gagne 6 cubes germes, 6 jetons germes que je vais pouvoir positionner sur les emplacements adéquats de mon tableau, c'est-à-dire sur des cartes qui ont ce type d'emplacement-là et sur des emplacements libres, bien entendu. Par contre, je les positionne absolument où je veux. Je peux les positionner les 6 au même endroit ou je peux mixer. Je peux vouloir, par exemple, en mettre 2 ici et puis encore 2 ici, pourquoi pas. Et enfin, les 2 qui restent,
pouvoir les mettre encore séparés si j'ai envie, mais j'aurais pu les mettre là où j'avais de la place, par exemple ici où là j'avais 6 cases, j'aurais pu les mettre les 6 au même endroit. Une fois que j'ai positionné mes jetons germes, si j'ai réussi à tous les positionner, c'est pas une obligation, si j'ai moins de place, je prendrai que ceux à quoi j'ai droit. Je vais aussi gagner 2 jetons sol à mettre ici. Si je ne suis pas le joueur actif, j'aurai 2 jetons germes à positionner ou 2 jetons sol à prendre et à mettre dans ma réserve. Une fois cela fait, j'active bien entendu, si je le désire, mes cartes turquoises dans l'ordre. Donc j'activerai celle-ci, je pourrais rajouter encore, vous voyez, 2 jetons germes par exemple. Et là, je pourrais dépenser un sol pour piocher une carte de la pile terre. Évidemment, encore une fois, pour l'une et pour l'autre, il n'y a jamais d'obligation d'activer, mais vous êtes obligé de faire dans l'ordre. Je ne peux pas faire celui-ci, puis ensuite faire celui-là, dans cet exemple. Un point important, un petit peu caché là par mes jetons, il est indiqué ici. À tout moment, vous pouvez convertir 3 jetons germes que vous défaussez pour récupérer 2 jetons sol à la place. Pensez-y, ça peut vous sortir de situations difficiles. Il me reste à vous expliquer l'action jaune, qui est l'action de croissance. Là encore, si vous êtes le joueur actif, vous allez piocher 4 cartes et les rajouter à votre main. Puis vous allez pouvoir positionner jusqu'à 2 pions croissance et ou canopée quelque part sur votre floor. Pour les positionner, il vous faut des cartes floor qui ont ces symboles-là, là, ce gros rond vert avec les autres petits icônes juste en dessous. Donc c'est assez simple. Les pions croissance, ce sont les pions comme ceci. Vous allez pouvoir les positionner sur les cartes. La limite de pions croissance sur chaque carte est indiquée. Donc là, la limite est directement de 1. Ici, la limite est de 4, par exemple, pions croissance. Là, j'ai encore une limite de 1. Et là, j'ai une limite de 2. Alors, si je mets 2 pions croissance, je peux par exemple mettre 2 pions croissance ici. Vous voyez, ils sont empilés comme ça les uns sur les autres. C'est assez difficile de vous le montrer comme ceci. Voilà, ils sont empilés comme ça. Donc là, je les mets là, j'ai placé mes 2 pions. Sauf que si vous arrivez à la limite de pions croissance sur une carte, le dernier pion croissance, c'est une canopée. Donc là, par exemple, j'avais une limite de 2. Le premier, c'est lui. Et le second, je vais placer une canopée. C'est-à-dire un petit chapeau de couleur comme ceci pour indiquer de manière visuelle très claire que cette carte-là est complète au niveau de sa croissance. La couleur de la canopée n'a aucune importance et n'est pas du tout en rapport avec la couleur, par exemple, ici en bas de la carte. Donc, pour les cartes où il y a 1 de limite, c'est assez simple, puisque dès que vous placez un pion, c'est forcément une canopée. Pour les autres, ça lui avait 2, il y avait d'abord un bout de tronc, puis une canopée, et puis évidemment, si vous arrivez à 4, il va falloir placer d'abord 3 pions comme ceci, avant de prétendre par la suite à placer un pion canopé par-dessus quand vous le pourrez. Donc voilà comment vont fonctionner les pions canopés. J'y reviendrai en fin de partie pour vous expliquer les points de victoire dus à ces pions, ainsi qu'aux pions germes d'ailleurs. Mais pour l'instant, voilà comment ça marche. Donc vous piochez 4 cartes et vous positionnez jusqu'à 2 pions croissance et ou canopée. L'ensemble des autres joueurs, ceux qui ne sont pas actifs, vont piocher 2 cartes ou positionner jusqu'à 2 pions croissance et ou canopée. Et puis ensuite, il y aura l'activation du jaune. Et là, dans ce cas de figure, il faudra que je choisisse si j'active d'abord ceci ou d'abord cela. Puisque je vous l'ai dit, vous activez d'abord tout votre plateau puis tout votre tableau, ou l'inverse. Et comme je n'ai qu'un seul jaune ici, bon, ça serait assez simple, ça serait ça, puis ça, ou l'inverse. Dès qu'un joueur a posé sa 16e carte dans son tableau, on termine le tour en cours, on termine également la manche en cours pour que tous les joueurs par rapport au premier joueur aient joué le même nombre de tours. Encore une fois, par exemple, si le 3e joueur pose ici sa 16e carte, on va finir le tour en cours, on va jouer le tour du 4e joueur, et puis la partie sera terminée. Une fois que la partie est terminée, on passe au décompte des points de victoire. La première chose à faire, elle est toute simple, c'est de regarder pour chaque carte que vous avez posée, ici, les points de victoire qui sont indiqués à côté des feuilles, en n'oubliant pas votre carte île et votre carte climat. Vous faites l'addition de tout ça pour les points de victoire. Vous faites de même avec vos cartes événements qui sont dans cette pile, en regardant toutes les cartes événements que vous avez, et certaines cartes événements, comme vous le voyez là, il y a marqué -1, donc il peut y avoir un score négatif éventuellement pour les cartes événements. Ensuite, vous allez rajouter un point de victoire
par carte dans votre compost. Donc si vous avez bien composté, comme là dans cet exemple, vous allez pouvoir faire pas mal de points de victoire avec ce qu'il y a dans votre compost. Un point de victoire par carte ici dans le compost. Également, vous allez avoir un point de victoire à compter par germe ici, ces cubes-là qui sont présents sur votre tableau. Enfin, vous allez ajouter un point de victoire par tronc sans canopée présent dans votre tableau. Donc là, on le voit mal, mais par exemple ici, là, j'ai un point de victoire, il est tout seul. Et pour les endroits où la canopée est présente, vous allez regarder le chiffre blanc indiqué en bas à droite. Donc là, vous voyez que j'avais placé 4 en tout, mais ça ne me rapporte pas 4, puisque 4 était la limite, ça me rapporte 5, parce que comme il y a la canopée, quand c'est complet avec la canopée, on regarde le chiffre en bas à droite. Donc ici, je n'aurais pas 2 qui était la hauteur, mais bien 5 par exemple, ça peut être très rentable à certains endroits. Ici, bon, bah, c'est 1 pour 1, et ici, j'en ai placé 2, bah, ça me rapportera 4. Donc voilà, si c'est comme ça rapporte 1, puisque c'est 1 par tronc. Et si c'est comme ça, vu que c'est fini, on regarde en bas à droite, ici, ça me rapporte 4. On additionne l'ensemble comme cela des points que rapportent les troncs, ceux qui sont avec ou sans canopée. On va rajouter ensuite les points des terrains. On va regarder l'ensemble de ces capacités brunes comme ça. Et pour celles qui sont des capacités de fin de partie, il y en a encore une ici, il y en a peut-être là-bas. Ça va faire des points. On va additionner ces points et les rajouter à notre score. On va enfin regarder sur le plateau faune et on va additionner pour chaque carte faune les points auxquels on a droit. Donc là, si je suis joueur rouge, vous voyez, j'ai 15 plus 8 plus 11 à mettre dans mes points de victoire. Et enfin, on va regarder pour les 2 cartes écosystème, qu'est-ce qu'on a réussi à marquer comme points et les indiquer également. Une fois qu'on a fait tout ça, on additionne l'ensemble de ces points et celui qui a le plus de points l'emporte, bien entendu. En cas d'égalité et parmi les joueurs à égalité, il va y avoir largement de quoi trancher les égalités. On va commencer par regarder celui qui a le plus de pions sol. Si l'égalité persiste, on va regarder celui qui a le plus de cartes restantes dans sa main. Si ça persiste encore, ça sera le plus de pions croissance. Si ça persiste encore, le plus de pions gemme. Et si vraiment il y a encore égalité, le plus de cartes dans son compost. Donc il devrait y avoir un vainqueur dans une partie de Hearths. Il existe également un très bon mode solo dans lequel vous allez affronter une intelligence artificielle nommée Gaïa. Je vais vous expliquer les quelques différences de mise en place. La première, c'est que vous allez devoir prendre un plateau du côté que vous voyez là, qui correspond au mode solo. Et pour ce plateau, vous allez choisir un niveau de difficulté. Il y a 4 niveaux, facile, moyen, difficile et expert. Si vous jouez en facile ou en moyen, vous allez continuer de mettre ce jeton par-dessus les actions en haut de votre plateau. Si vous jouez en niveau difficile ou expert, vous allez mettre ce jeton en dessous et réaliser les actions qui sont inscrites en bas. Et ça sera un gros changement. Dans les 2 cas, vous pouvez prendre le pion premier joueur, vous serez le premier joueur actif dans la partie. Pour Gaïa, vous allez mettre en place ce plateau-là et vous allez mélanger les 6 cartes de son deck face cachée pour les poser à cet emplacement-ci. Alors attention, sur ces 6 cartes, il y a 2 cartes brunes et sur ces 2 cartes brunes, tout en bas, il y a un effet spécifique à réaliser si vous êtes en mode facile ou en mode expert, c'est-à-dire que vous allez réaliser cet effet plus si vous êtes en mode facile ou en mode expert, l'effet qu'il y a en dessous, il faudra y penser. Il y aura 2 manières de finir la partie contre Gaïa. Soit vous-même, comme d'habitude, vous arrivez à positionner la 16e carte sur votre tableau, auquel cas, encore une fois, la partie prendra fin à la fin de la manche, donc à la fin du tour de Gaïa, puisque Gaïa joue toujours en 2e. Ou alors, Gaïa arrive au fur et à mesure de la partie, Gaïa va piocher les cartes, les mettre ici, réaliser les effets. Et donc, au bout d'un moment, il n'y en aura plus, on va être comme ça. Et là, vous voyez qu'il y a un joli x2. Donc, vous allez remélanger l'ensemble, le remettre ici, et au fur et à mesure, de tour en tour, remettre les 6 cartes ici. La deuxième fois que Gaïa voit son paquet de cartes épuisé, la partie prend fin immédiatement, puisque Gaïa étant 2e joueur, vous ne pourrez pas rejouer derrière. Donc, soit vous finissez votre tableau, soit Gaïa épuise ses cartes 2 fois. Voilà comment la partie prend fin.
Je vais maintenant vous expliquer les 4 actions vues de votre tour. Quand vous activez la capacité, que se passe-t-il pour Gaïa? La première action, l'action verte, c'est assez simple. Vous réalisez votre action et Gaïa va récupérer les 3 cartes que vous avez voulu défausser et va les mettre face visible ici, dans sa pile de score. Il faut savoir que pour cette pile de score, elle marquera les points indiqués au niveau des feuilles pour chacune des cartes qu'elle possède dans cette pile à la fin de la partie. Pour l'action rouge, Gaïa va composter des cartes, elle va essayer d'en composter un maximum. Donc selon votre niveau de difficulté choisi, elle va composter un certain nombre de cartes qu'elle va mettre tout simplement ici dans sa pile de compost. Elle marquera de toute façon, comme vous, un point de victoire par carte compostée à la fin de la partie. La deuxième chose, c'est qu'en fonction des jetons sol que vous avez gagnés, Gaïa va également, la concernant, arriver à composter des cartes supplémentaires. Donc attention, c'est les jetons sol que vous aurez gagnés directement ce tour, que vous aurez gagné soit par l'action, là plus 5 jetons sol, soit par l'activation de capacité rouge. Pour l'ensemble de ces jetons sol, elle va gagner un certain nombre de cartes qu'elle va encore composter. Également, Gaïa va, au fur et à mesure de la partie, obtenir des jetons sol qu'elle va tout simplement mettre dans sa réserve comme ceci. À tout moment, dès que Gaïa atteint les 10 jetons sol, elle les défausse et à la place, elle composte encore 5 cartes qui viennent évidemment du paquet terre. Et ça se rajoute comme ça dans son compost. Il ne peut pas y avoir de perte. Si Gaïa devait gagner 25 jetons sol, elle en défausse 20 immédiatement pour faire 10 cartes et elle garde les 5 qui restent par exemple. Pour l'action turquoise, Gaïa va gagner des germes et ces germes, elle va les mettre tout simplement ici au fur et à mesure dans son tableau. Elle va gagner des germes directement du fait de l'action turquoise et elle va gagner également des germes en fonction des cartes turquoises que vous avez vous-même dans votre tableau. Et évidemment, comme pour vous, chacun de ces germes lui rapportera un point de victoire en fin de partie. Reste l'action jaune. Quand vous effectuez l'action jaune, Gaïa va gagner des pions croissance qu'elle va placer au fur et à mesure en partant de en haut à gauche et puis en suivant le parcours fléché sur l'ensemble de ces emplacements. Chacun de ces emplacements a un maximum à atteindre et si on atteint ce maximum, on va mettre une canopée comme d'habitude. Donc là, si Gaïa gagne tout ça, le prochain pion, ça sera forcément une canopée. Et si elle gagne encore un prochain pion, on va le placer à côté et ainsi de suite. Donc elle va gagner des pions croissance directement et elle va gagner également des pions croissance par rapport aux cartes que vous avez piochées ce tour-ci, grâce directement à l'action ou grâce aux activations de cartes jaunes comme d'habitude. Quand c'est au tour de Gaïa, vous piochez tout simplement la carte suivante de son paquet pour la poser à côté. À ce moment-là, vous allez avoir droit, s'il y en a une de présente, à la capacité supérieure et Gaïa va prendre la capacité inférieure. Pour l'action jaune que vous voyez là, Gaïa va gagner par exemple 7 pions croissance et puis également un pion croissance par carte que vous avez pioché ce tour-ci. Donc ça veut dire par carte que vous avez pioché grâce soit ici directement à l'action, encore une fois, soit à l'activation de vos capacités. Pour l'action rouge par exemple, que voici, ça va être le même principe puisque Gaïa va gagner 8 cartes du paquet terre à mettre dans son compost et va également gagner un jeton sol par sol que vous avez gagné ce tour-ci, soit directement avec la capacité, soit en activant vos capacités rouges. Enfin, si vous révélez une carte brune comme celle-ci, vous allez immédiatement placer un jeton de Gaïa à l'endroit indiqué, soit sur une des deux cartes supérieures, soit sur une des deux inférieures. Si Gaïa n'a pas de jeton à cet emplacement, vous choisissez. Donc par exemple, en début de partie, on vous dit inférieur, vous allez choisir, vous, entre droite et gauche, là où Gaïa se pose. Si plus tard, cette carte revient, Gaïa se posera forcément à l'opposé. Donc Gaïa va essayer, comme cela, de vous shipper les meilleurs emplacements pour les objectifs de carte faune. Rappelez-vous pour ces cartes-là que si vous jouez en niveau facile ou en niveau expert, vous avez ici un rajout de règles à appliquer. Je vous le rappelle, la partie va se terminer soit quand Gaïa arrivera pour la deuxième fois à la fin de son deck,
soit quand vous-même vous aurez fait votre tableau de 4 cartes par 4, soit 16 cartes posées dans votre tableau. À ce moment-là, attention, il faudra finir la manche en cours. Gaïa aura encore un tour éventuellement. Quand la partie se termine, vous allez marquer les points de victoire de la même manière que d'habitude. Par contre, pour Gaïa, ça va être un petit peu différent. Vous allez additionner tous les points de victoire des cartes qui se trouvent ici, dans sa pile de score, en les regardant ici au niveau des feuilles. Et s'il y a des événements dans cette pile, et qu'ils ont des scores négatifs, pour Gaïa, ça se transformera en score positif, sachez-le. Également, Gaïa va prendre un point par germe ici, en toute logique, un point par tronc, et sinon, pour chaque plante terminée qui a une canopée, les points qui sont indiqués en bas à droite ici, par exemple là 7 points pour cette plante-là. Également, il y aura un point par carte dans le compost, bien entendu. Et il y a également les points de victoire des feuilles placé sur le plateau faune, sachant que le joueur qui conclut la partie se place ici. Donc Gaïa n'a pas de tableau à terminer, mais si Gaïa finit en premier sa pile de cartes pour la deuxième fois, c'est Gaïa qui placera son jeton ici. Donc voilà, on va additionner l'ensemble de ces points, sachant que Gaïa ne marque aucun point pour les cartes écosystème ou pour les cartes terrain, hors des points qui sont marqués comme ça en point de victoire sur les cartes feuilles. Et celui qui a le plus de points l'emporte la partie avec les mêmes tiebreakers que ce que je vous ai expliqué pour une partie standard. Voilà pour l'excellent petit mode solo de Hearth. Maintenant que vous savez comment fonctionne le jeu, je vais vous donner mon avis sur les différents éléments, à commencer par le matériel qui, vous l'avez vu, est tout bonnement excellent. On a des jetons croissance et canopée qui sont en 3D et qui sont vraiment sublimes et très agréables à manipuler. On a des photos incroyables sur chacune des cartes, dont certaines sont même recto verso, donc ça fait énormément de photos, plus de 400 photos, toutes plus belles les unes que les autres. On a des grands plateaux qui sont épais avec une aide de jeu qui est incluse avec toute l'iconographie et tous les rappels nécessaires. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis là, on ne l'a pas vu dans cette vidéo-là, mais si vous aviez vu la vidéo au niveau du matériel, du déballage de la boîte, on a aussi un bloc de score qui est recto verso. Et ça, c'est jamais négligeable, surtout pour un jeu comme celui-là où je pense que vous allez faire de nombreuses parties. Les points forts du jeu en termes de mécanique, déjà, c'est le jeu en simultané, puisque à chaque fois que quelqu'un choisit une action, tout le monde réalise cette action autour de la table en même temps. Donc ça gagne du temps, ça permet de ne pas laisser de temps mort, ça permet d'être toujours dans le jeu, en train de regarder ce qui se passe et en train de faire des choses de son côté. Donc ça, c'est super. La construction de moteur avec des cartes, bon, moi, ça, j'adore. Hein. On va recréer littéralement tout un écosystème qui va être différent à chaque fois sur son quadrillage de 4x4. Ça va être vraiment très très sympa à jouer à chaque partie et en même temps bien différent. Et donc, il y a quand même beaucoup d'anticipation des besoins. Il va falloir toujours avoir un œil sur ses adversaires, en réalité, même s'il n'y a pas vraiment d'interaction directe, il y a beaucoup d'interactions indirectes, parce qu'il va falloir anticiper les actions dont vont avoir besoin les personnes qui vont jouer après vous, parce que potentiellement, vous allez peut-être pouvoir réaliser un autre type d'action, et garder plutôt l'action que vous vouliez peut-être pour les autres joueurs derrière, parce que vous êtes persuadé qu'ils vont la réaliser, ou pas, à vos risques et périls, mais dans tous les cas, c'est beaucoup comme ça que ça va fonctionner. On va regarder ce que font les adversaires, quelles sont leurs couleurs favorites pour l'activation, est-ce qu'ils ont bientôt fini de jouer ou pas, et donc est-ce qu'il faut accélérer, rusher pour poser ses propres cartes, ou alors est-ce que c'est pas important? C'est pareil pour les objectifs, il va falloir aussi bien regarder ce que sont en train de faire les adversaires, est-ce que pour tel ou tel objectif, je peux encore être le premier, est-ce que ça vaut le coup d'y aller, ou est-ce que c'est déjà trop tard, il vaut mieux que je me concentre sur un autre. Donc il y a beaucoup plus d'interaction qu'il y paraît au départ, et pour ça, c'est vraiment très agréable aussi. Et ça me permet de passer à la rejouabilité. La rejouabilité, on a un jeu qui se joue de 1 à 5, vous avez vu, je vous ai expliqué le mode solo, et que vous jouiez en solo à 2, à 5, ça va être totalement différent. Si vous jouez en solo, vous allez avoir l'habitude de la mécanique de Gaïa et vous allez devoir essayer de la contrer. Si vous jouez à 2, vous savez que vous allez alterner les tours où vous choisissez l'action et les tours où vous ne la choisissez pas. Si vous jouez jusqu'à 5, potentiellement, vous savez que pendant 4 tours, vous n'allez pas choisir l'action. Et tout ça rend le jeu déjà totalement différent. Et rien que ça, ça le rend déjà pas mal rejouable. Vous avez plus de 350 cartes. Hein, je vous l'avais dit, il y a énormément de cartes, ça offre 25 600 configurations
configurations potentielles juste pour les configurations de départ, en termes de carte phone, de carte écosystème, de carte île, de carte climat, etc. Donc c'est énorme. Et évidemment, il va falloir s'adapter à chaque partie, à la fois à vos conditions de départ, aux écosystèmes, aux phones et aux autres joueurs et aux cartes que vous allez également obtenir, puisque vu le nombre de cartes qu'il y a et vu le nombre de cartes que vous allez brasser entre les cartes que vous allez piocher, les cartes que vous allez réellement jouer, les cartes que vous allez mettre dans votre compost, d'autres éventuellement que vous allez défausser, ça fait beaucoup de combinaisons possibles et des parties très différentes d'une fois sur l'autre. Alors bon, évidemment, moi je suis très bon public pour ce genre de jeu. J'aime beaucoup les jeux comme ça avec énormément de cartes où on va pouvoir construire au fur et à mesure son moteur. Donc j'ai vraiment apprécié Earth. Et si c'est votre type de jeu, si je vous ai convaincu éventuellement, testez-le. Et à mon avis, le tester, c'est l'adopter. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas. Vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.